Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors, Frédéric Mortier est un professeur d'économie depuis 27 ans. Il était dans un lycée privé catholique d'Angers. Alors, pendant 2 ans, il a également œuvré en tant que directeur d'un établissement à caractère social, la Fondation Auteuil, auprès d'enfants particulièrement en difficulté. Et aussi, il est père de famille et il est maire d'une commune rurale de 7000 habitants depuis 2008. Et il est dans son engagement politique plutôt lié à la droite. On va revenir d'ailleurs là-dessus. Et puis, voilà, il a fait... lors d'un cours, il a fait une blague à un élève, une blague qui n'est pas bien passée, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on va voir avec lui pourquoi. Bonjour Frédéric Mortier. Bonjour. Alors, bon, voilà, on l'a rappelé, vous étiez professeur d'éco-droit, enfin vous êtes toujours professeur, et donc on va parler déjà de votre livre, L'honneur d'un enseignant, quand parler religion en classe conduit au tribunal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un cours où vous avez fait une blague, et une blague qui a déclenché tout un mécanisme absolument incroyable. Voilà, tout à fait. C'est un cours de fin de journée où tout le monde est un peu fatigué et où je me permets, dans un cours de droit plutôt, de dire que le droit français tient pour son origine dans notre histoire chrétienne. Un débat s'engage dans la classe et j'ai une élève au fond de classe qui me dit « Mais attention, mon voisin est musulman, vous ne pouvez pas parler comme ça du droit français. » Et je me permets de lui dire au second degré, mince, c'est un problème, il va falloir que tu deviennes catholique. Et là-dessus, il se lève et les choses s'enveniment un peu. Juste, on n'a pas bien entendu justement ce que vous lui avez dit. Est-ce que vous pouvez répéter? Vous lui avez dit, mince, vous devriez devenir catholique, c'est ça? Vous allez devoir devenir catholique. Tu vas devoir devenir catholique parce que je tutoie mes élèves. Et là-dessus, il le prend mal, se lève et disparaît un peu plus tard près d'un dépôt de plainte en police nationale. Et ensuite, l'affaire prend des tournures totalement incroyables puisque je me retrouve en garde à vue. Et l'affaire ensuite est décrite dans ce livre. Oui, c'est ça. Donc, je vais revenir avec vous là-dessus aussi sur votre parcours parce que vous avez eu l'habitude d'avoir des classes difficiles. On vous a donné des classes plutôt difficiles. Vous avez été aussi directeur d'un établissement plutôt social, la Fondation d'Auteuil. Donc, vous n'êtes pas un petit nouveau prof qui arrive et qui ne sait pas comment faire avec des élèves difficiles. Vous avez une certaine expérience. Oui, je crois qu'on peut dire ça. Après 30 ans d'expérience de lycée professionnel, et vous l'avez rappelé, de directeur de collège et de lycée pour les orphelins d'Auteuil, je crois pouvoir savoir faire. Alors, avec ma pédagogie à moi, qui est une pédagogie basée sur le débat, qui est une pédagogie basée sur l'humour, avec cette idée que chacun doit se faire sa propre opinion sur à peu près tous les sujets qui sont les nôtres en classe, ou même sociétaux d'ailleurs. Et là, c'est vrai que pour la première fois de ma carrière, après 28 ans d'enseignement, eh bien, je me retrouve confronté à ce jeune qui, voilà, sans doute avait un prisme particulier, je le lis dans le livre, et qui a posé problème. Voilà, alors il y a tout un tas d'explications. Ce livre, c'est aussi pour moi l'occasion de prendre de la hauteur sur ce qui s'est passé. Mais il y a quand même au tout départ de l'affaire, il y a quand même un jeune qui n'est peut-être pas tout à fait celui que je croyais avoir en face de moi. Et justement, bon, on va revenir aussi sur le profil de ce jeune et puis même de la jeunesse d'une manière plus générale. Mais alors, évidemment, vous dites donc un élève musulman qui doit se convertir. On vous accuse tout de suite de racisme alors que, donc voilà, vous avez été directeur auprès des apprentis d'Auteuil, où il y a donc des jeunes issus de l'immigration, évidemment. Et donc, et vous n'avez jamais eu de problème de racisme auparavant. Enfin, même pour des, entre guillemets, des blagues qui sont toujours bien passées auprès de vos élèves. Oui, tout à fait, absolument, c'est le cas. Aux orphelins d'Auteuil, j'étais même un centre qui accueillait les mineurs isolés étrangers, et je n'ai jamais eu de soucis de cet ordre. Donc c'est aussi ça ma grande surprise sur cette affaire qui est devenue une grande affaire, puisque moi ça fait maintenant presque 2 ans que je suis suspendu, sans revenu, et bon voilà, je donne quelques explications de texte, mais jamais à aucun moment je n'ai eu ce genre de choses à régler en fait. En tout cas, ce genre de situation à vivre.
Et donc, vous nous avez expliqué, donc le garçon, la famille du garçon a porté plainte pour racisme. Et donc, vous aussi d'ailleurs, vous avez porté plainte parce que lui, il est parti du cours, il vous a bousculé et vous a traité de raciste. Alors, il n'est pas tout à fait parti du cours puisque je l'ai maintenu en classe. Je suis un enseignant qui n'a jamais eu une seule fonction à quelque élève que ce soit et aucun élève n'est jamais sorti de mes classes. Et donc, je voulais prendre le soin ce jour-là de discuter avec lui, de discuter avec la classe. Bon, ça n'a pas été possible. Donc, c'est vrai que le débat a été un peu vif. Nous étions debout tous les deux le long de la porte. Il voulait sortir et je ne l'ai pas laissé sortir. Donc, il y a eu bousculade, il y a eu invective. Il m'a traité de raciste à 3 reprises devant sa classe. Et donc, il m'avait semblé utile moi-même de porter plainte. Ce que l'on me reproche aujourd'hui au sein de la justice, le procureur me reproche d'avoir porté plainte en disant grosso modo que si j'ai porté plainte, c'est parce que j'étais en défaut moi-même et que je cherchais à me soustraire à ce qui était arrivé. Donc, ça, c'est assez étonnant ce qui se passe. Il semblerait que dans ce pays, lorsque l'on est grand, blanc, catholique, hétérosexuel, on ait quelques soucis en fait. Oui, c'est ça, des soucis. Puis comment se fait-il que juste dire à un élève une blague, tu devrais te convertir au catholicisme, comment cette blague, elle arrive à une garde à vue? Ça paraît complètement dingue. Puis je ne sais pas très bien. Je ne sais pas si la justice et le procès qui aura lieu au mois d'octobre donnera quelques éléments, mais tous les cas, moi, je n'ai jamais pu m'expliquer à aucun moment. La direction de l'établissement, la conseillère d'éducation en particulier, ne m'ont jamais laissé, ne m'ont jamais permis cette discussion avec les parents parce que c'était quelque chose que l'on pouvait reprendre dès le soir, au moins le lendemain, et comme on le fait par ailleurs lorsqu'on a un souci avec un élève, reposer un peu les choses. Ça n'a pas été possible et étonnamment, les choses se sont largement envenimées derrière, puisque la garde à vue, c'est une garde à vue de 24 heures, dans des conditions effroyables. Je comprends aujourd'hui un peu mieux lorsque l'on dit que nos prisons ne sont pas aux normes. Là, c'est exactement ça, et c'est extrêmement difficile à vivre, en fait. Donc, mon regret à moi, c'est de ne pas avoir posé les choses un peu tranquillement avec les protagonistes. Mais je crois qu'on ne me l'a pas permis, en fait. Oui, vous n'avez jamais pu le faire. Et puis même, alors, vous êtes traité de raciste, et puis vous êtes même traité comme un homme dangereux parce que vous êtes traité de harceleur, alors que vous dites que cet élève, vous ne le connaissez pas plus que ça, et même cette classe, vous ne la connaissez pas plus que ça. Non, c'est exactement ça. Alors, on en est là aujourd'hui, puisque le procès a été repoussé 2 fois. Les premières fois, j'ai été accusé effectivement de racisme et de harcèlement. Aujourd'hui, a priori, de ce que dit mon avocat, je ne suis plus accusé que de harcèlement. Alors, pour qui, pourquoi, je ne sais pas très bien. Mais il semblerait que les chefs d'accusation soient un peu plus limités qu'au départ. Là aussi, j'espère que je serai un peu éclairé sur tout cela. Mais harceler un élève alors qu'on fait autorité sur lui un peu naturellement et qu'on l'a croisé, en l'occurrence, ce jeune, je l'ai croisé 5 ou 6 fois seulement, ça me paraît quand même assez extraordinaire. Donc, il y a sans doute une volonté de nuire à mon encontre, c'est sûr. Oui, il y a une volonté de nuire à votre rencontre, il y a une volonté de vous descendre avec tous les moyens possibles. Et donc là, actuellement encore, vous êtes suspendu de vos fonctions de prof. Alors, on connaît les soignants suspendus. Les professeurs suspendus, c'est la même chose. C'est que vous n'êtes pas au chômage, vous n'avez pas d'indemnité, mais vous êtes juste suspendu de vos fonctions de professeur. Exactement. Et vous n'avez pas pu enseigner ailleurs? Et je n'ai pas pu enseigner ailleurs puisque les demandes de mutation que j'ai pu faire l'an passé n'ont pas abouti comme par hasard. Et donc, je pense que l'administration, le rectorat fait en sorte aujourd'hui d'attendre simplement le procès et de ne pas répondre à toutes mes sollicitations parce que là aussi, je me suis permis d'écrire à la rectrice des Pays de la Loire sans aucun retour pour le moment. Je crois que chacun a la tête dans le sable et ne veut surtout pas la relever en fait. Oui, c'est ça. Enfin, on va en parler justement de cette hiérarchie qui vous a légèrement abandonné. Puis il y a aussi cette histoire qui a pris de l'ampleur
à cause des médias qui ont relayé cette histoire, en plus en citant votre nom, ce qui est plus compliqué pour vous plus tard pour avoir une carrière dans le corps professoral, et puis une association qui a manipulé le garçon en question. Alors, je ne sais pas si cette association l'a manipulé, ou en tout cas a manipulé un deuxième garçon qui, derrière, s'est comment dirais-je, introduit dans l'affaire. Je ne sais pas, je veux accuser personne, en fait, alors qu'il est... ma situation est trop grave pour devoir agir comme ça. Simplement, on a... entre les mains, la justice a entre les mains un enseignant dont la direction a plus ou moins, à mon avis, décidé de le mettre à mal. Et on a aussi un enseignant qui est maire, qui est politique, qui a été secrétaire général de Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan et qui est classé plutôt à droite de la droite et qu'il faut sans doute éliminer au plus tôt, en fait. C'est plutôt comme ça que je le vis. Oui, et justement, on va revenir sur vos engagements. Un peu difficile. Oui, justement, on va revenir sur vos engagements politiques. Donc, pour une personne qui fait ce genre de blague, forcément a des arrière-pensées, parce que maintenant on peut juger les arrière-pensées racistes. Donc voilà, donc cette histoire a pris de l'ampleur, elle est complètement incroyable. Vous êtes suspendu de vos fonctions alors que vous avez été pendant 27 ans professeur. Et donc, vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un inversement de l'autorité finalement. L'élève fait plus autorité que le professeur. C'est-à-dire que dans cette histoire, on a plus entendu, on a l'impression, l'élève et le ressenti de l'élève, la susceptibilité de l'élève plutôt que l'autorité du professeur et la parole du professeur. Oui, c'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui semble se propager à vitesse grand V. Effectivement, l'élève a toujours raison aujourd'hui et l'autorité du professeur est extrêmement mise à mal. Les professeurs, enfin, je ne suis pas le seul dans ce cas-là, en plus ne sont que rarement soutenus par la hiérarchie, ou alors il faudrait vraiment que les choses arrangent cette même hiérarchie. Moi, ni ma direction, ni l'enseignement catholique, ni le rectorat aujourd'hui ne m'ont appelé, ne m'ont donné un coup de fil. Je n'ai pu rencontrer absolument personne. Donc c'est débrouille-toi et on verra bien ce qui se passe et on verra bien ce que dit la justice. Effectivement, c'est la parole du jeune contre la vôtre et cette parole, elle vaut plus. Alors surtout si vous êtes issu de minorités ou si vous n'êtes pas blanc, catholique. Et là, il y a un vrai souci à venir parce que mon affaire à moi, évidemment, elle m'arrive, mais je pense que je suis le premier pas le premier, sans doute pas le premier d'ailleurs, mais je vais dire comme ça, le premier d'une très longue série. Je pense que tous les gens qui ont un peu de conviction, comme c'est mon cas, de conviction au moins catholique et qui, je crois jusqu'ici, ont parfaitement œuvré auprès des jeunes qui leur ont été confiés, ont du souci à se faire. Ça veut dire qu'il va falloir simplement se comporter en ordinateur. Et moi, je pense que le Covid, finalement, convenait à tout le monde. C'est qu'on faisait cours par l'ordinateur, par les réseaux Internet, et tout allait bien. S'il n'y a plus besoin d'enseignants qui apportent le débat, qui sont capables d'être parfois au second degré, voire au troisième degré, pour essayer de faire vivre un cours, alors dans ce cas-là, l'enseignant ne sert plus à rien. Et ce qui sera jugé, de mon point de vue en tout cas, et c'est comme ça que je le vis, au procès du 4 octobre, sur ça, c'est-à-dire la liberté d'enseignement. Est-ce qu'on peut encore, aujourd'hui dans notre pays, en France, alors particulièrement dans un établissement catholique en plus, est-ce qu'on peut encore avoir cette liberté d'enseignement, cette liberté de parole? Moi, je ne crois pas qu'à aucun moment je n'ai eu d'attitude ni raciste, ni quoi que ce soit. Et j'ai toujours été extrêmement bienveillant avec mes élèves. Et d'ailleurs, beaucoup ont témoigné en ma faveur pour dire que jamais M. Mortier n'a pu avoir cette attitude en classe, en tout cas qu'il ne l'avait jamais vécu. Beaucoup de mes collègues m'ont fait de même. Enfin voilà, je suis encore une fois un peu cet enseignant atypique qui arrive à porter le débat, qui arrive à ouvrir tous les sujets en fait. Pas pour apporter une idée qui est la mienne, mais pour que chacun se fasse sa propre opinion. Et il semblerait que visiblement aujourd'hui ce ne soit plus possible, et que le débat ne soit plus possible.
Alors, on va revenir sur le fait que vous n'avez pas eu le soutien de votre hiérarchie, mais aussi vous n'avez pas eu le soutien des parents. Et justement, en ce moment, enfin, en tout cas, aujourd'hui, dans l'éducation nationale, les parents avant étaient des coéducateurs avec les professeurs, c'est-à-dire que face à l'élève, les parents avaient plutôt confiance dans le professeur. Et là, aujourd'hui, il y a un renversement, c'est-à-dire que les parents sont souvent du côté de l'élève et le professeur doit faire en fonction des desiderata de l'élève et il n'y a plus cette confiance, il n'y a plus cette autorité du professeur qu'il y avait avant. Oui, c'est certain, c'est certain. On peut le voir depuis maintenant quelques années. Moi, je trouve qu'il y a eu un tournant dans les années 2000, 2010, là, et je l'explique dans le livre avec tous ces réseaux qui sont arrivés, cette façon de lire la vie, l'actualité, ce qui nous arrive à vitesse grand V sans avoir de capacité de réflexion, en tout cas en ne se permettant pas cette capacité de réflexion du fait de la vitesse de la réaction. Voilà, depuis ce temps-là, on voit bien cette autorité qui disparaît chez l'enseignant, et je trouve que là aussi, je le dis dans le livre, je trouve que la période Covid n'a pas été non plus très favorable pour ça, et on aboutit aujourd'hui à des jeunes qui viennent en classe et qui, de toute façon, ont raison absolument sur tout, même lorsque la culture économique ou juridique n'est pas là, et qui, lorsque vous leur faites une moindre réflexion de manière un peu autoritaire, effectivement, vont se plaindre auprès des parents qui eux-mêmes retournent les choses. C'est extrêmement difficile. Enfin, je crois que le métier d'enseignant, s'il a encore un avenir, va devenir extrêmement difficile. Et pour preuve, on ne recrute plus les enseignants parce que plus personne n'a vraiment envie d'aller se confronter à ce genre de choses, quoi. C'est une société qui prend une mauvaise direction, en tout cas, c'est évident. Et ce que vous dites, c'est que dans votre livre, c'est que peut-être que vous n'avez pas vu ce changement en fait de cette jeunesse de plus en plus susceptible et qui ne supporte pas d'être bousculée, parce que vous êtes un professeur qui bouscule et vous le revendiquez et c'est très bien. Et vous dites que il y a un moment peut-être que vous n'avez pas compris cette jeunesse. Alors comment se fait-il que cette jeunesse qui finalement était avant assez malléable à l'enseignement, alors évidemment la jeunesse a toujours été rebelle et il faut ce sont chaque génération est une génération de barbares à civiliser, disait Hannah Arendt. Donc, mais là, on a l'impression que c'est de plus en plus difficile justement de civiliser cette jeunesse. Oui, c'est de plus en plus difficile. Alors, ça fait partie de cette prise de hauteur dans ce livre, hein, que de me dire qu'effectivement, je n'ai pas vu le coup venir, alors que je suis un vieil enseignant maintenant et que c'était moi qui devais le voir le premier. Je sais pas très bien, en fait. Encore une fois, il y a eu cette période Covid qui a un peu cassé la relation enseignant-élève. Et alors, je pressentais des choses. Hein. J'avais d'ailleurs dit à mon entourage que à la rentrée scolaire 2021, voilà, je ne sentais pas très bien les choses, que je me sentais moi-même pas très très bien dans mes classes et que voilà, il y a quelque chose qui ne tournait pas rond. Donc ça, c'est ma faute. Hein. C'est celle de ne pas avoir été suffisamment attentif, prudent peut-être. Je pense que je n'ai pas été assez prudent. Et encore une fois, on parle d'une parole au second degré et il n'y avait aucune malveillance dans ces propos-là. Quant à dire si cette jeunesse, elle va continuer à être ainsi et à réagir à tout et à refuser l'autorité, j'en sais trop rien. Ça fait maintenant 2 ans que je n'enseigne plus. Je ne sais pas très bien le dire, en fait. Ce qui est sûr, c'est que les réseaux aujourd'hui, qui sont entre les mains de nos jeunes en particulier, sont en train de faire le plus grand mal à la relation de l'autorité. Ça me paraît très évident, en fait. Oui, c'est ça. Donc c'est notamment ces réseaux et puis oui, le fait, on a l'impression en tout cas de ces jeunes, de ce qu'ils vous disent, c'est que ils n'ont plus besoin des adultes en fait pour être enseignés. C'est ça, exactement. Tout à fait. Donc il n'y a plus cette relation adulte qui enseigne, qui est un sage, qui est au-dessus et qui nous permet de s'élever. C'est une jeunesse qui n'a plus vocation à s'élever. Alors je ne sais pas, j'espère que non. J'espère que non, parce que ce serait grave pour notre pays et pour notre société. Mais en tout cas, oui, tout laisse à penser que les choses vont ainsi et qu'on aura de plus en plus de mal à enseigner, à faire en sorte que nos jeunes aient
alors être au moins cette capacité d'analyse en fait, et qu'ils arrêtent. Alors, quand je dis nos jeunes, hein, c'est pas évidemment 100% de nos jeunes, mais et qu'ils arrêtent peut-être de réagir ou d'interagir à la moindre information sur leur portable, qui est une hérésie en fait. Et malheureusement, tout ce que l'on vit autour de nous, les médias, ces réseaux sont ainsi constitués que il faut réagir à tout le temps, quoi. On le voit en politique, on le voit dans les médias télévisés. La moindre affaire peut prendre des proportions totalement incroyables. Et c'est un peu le cas de mon affaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affaire, en fait. Au pire, on s'explique, quoi. Et pourtant, voilà, moi, je suis ni plus bactère. Je suis évidemment, vous l'avez dit, ni plus bactère par les médias, tous les médias nationaux. Alors, les Mediapart et compagnie, bien sûr, hein, qui se gaussent de cette affaire. Un certain nombre d'associations également, SOS Racisme, etc. Tout le monde se met dans la boucle, évidemment. Ça signifie que, pour ce qui me concerne, il n'y a plus d'emploi possible. J'ai fait quelques recrutements récemment. On me dit, mais avec le CV que vous avez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on ne va pas pouvoir vous prendre, en fait. Donc ça veut dire qu'il y a 2000 à mort, quoi. Il y a celle du fait de ne plus pouvoir enseigner, puis il y a celle de ne plus pouvoir rebondir également, quoi. Alors moi, je suis maire aujourd'hui, donc je vis grâce à cette fonction, mais dans quelques mois, il faudra rebeloter, et je ne sais pas très bien ce que je vais pouvoir devenir à 53 ans, quoi. Donc c'est assez terrible, en fait. Je suis condamné avant même d'avoir été jugé. Et il faut réussir à le vivre. Donc c'est très difficile. Alors que vous aviez une véritable vocation d'enseignant, mais on va en parler. Et puis Il me semble. Oui, vous avez choisi, enfin en tout cas c'est ce qui évidemment c'est ce qu'on comprend dans votre livre, c'est que vous avez une vraie vocation d'enseignant et que en plus vous voulez, c'est pour ça d'ailleurs que vous vous permettez de casser un petit peu les codes et puis d'avoir un enseignement un petit peu plus vivant, parce que sinon on peut se dire il suffit de mettre ChatGPT et puis voilà. Hein. Mais Frédéric Mortier, donc je rappelle pour les auditeurs qui viendraient de nous rejoindre, donc vous étiez professeur pendant 27 ans dans un lycée privé, catholique d'Angers. Vous avez fait cette mauvaise blague, enfin cette blague à un élève musulman de se dire il faudra que tu te convertisses au catholicisme, et donc il y a eu donc toutes ces péripéties, tout cet engrenage qui fait que vous avez été suspendu, et vous dites dans votre livre que vous n'avez pas reçu le soutien de votre hiérarchie donc de l'enseignement catholique. Alors pourquoi l'enseignement catholique, enfin le lycée en question, ne vous a lâché finalement? Je ne sais pas très bien, et c'est la question qui sera posée dans un second temps une fois que le procès sera terminé. En tout cas, je me permettrai peut-être d'être sur un second livre pour essayer d'aller chercher un peu ce qui s'est passé. J'ai pas la réponse à votre question. En tout cas, c'est totalement illogique qu'on ne vienne pas soutenir ou qu'on ne vienne pas sécuriser la situation d'un enseignant, et qu'on le laisse aller comme ça en garde à vue devant la justice, alors même qu'on n'a pas levé le petit doigt, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas, et je crois surtout qu'il y a un travail qui n'a pas été correctement réalisé par ma hiérarchie, c'est certain. Enfin, en tout cas. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit à ce moment-là? Ils vous ont laissé avec cette affaire, et puis rien. J'ai reçu un seul coup de fil de la part de mon directeur qui m'a dit je viens d'avoir la presse, je te souhaite bonne chance, et si tu t'en sors, tu en sortiras grandi. Donc voilà. Merci. On a envie de dire merci. Et je n'ai pas eu plus d'éléments que cela, et nous nous sommes jamais revus. Je n'ai jamais eu d'autres coups de fil de qui que ce soit. Alors vous, Frédéric Mortier, vous êtes professeur d'économie depuis 27 ans. Vous connaissez bien l'enseignement catholique privé, et vous dites qu'il y a eu beaucoup de changements dans l'enseignement catholique qui avant avait vocation, vraiment avait une vraie différence par rapport à l'école publique, et puis qui aujourd'hui s'est légèrement aseptisé par rapport à avant. Oui, complètement. Enfin, moi, je suis un enseignant qui a choisi les établissements catholiques, puisque je suis de la première époque des concours où on faisait le choix entre le privé et le public. Alors, quand vous êtes un enseignant du public, vous pouvez devenir
enseignant du privé. Quand vous faites le choix d'être un enseignant du privé catholique, vous restez un enseignant privé catholique et vous ne pouvez pas basculer sur l'enseignement public. Donc c'est un vrai choix, parce que mon éducation, ma formation de départ était celle-là, et parce que je suis un enseignant effectivement catholique, pratiquant. Et ça me plaisait d'aller là aussi d'enseigner sur un prisme particulier qui est celui de la religion catholique et de la chrétienté. Donc j'ai fait ce choix et puis tout doucement, depuis la fin des années 90, depuis le début des années 2000, on a des directions diocésaines qui globalement se mettent dans la peau du rectorat et qui ne réagissent plus que par les décisions du rectorat. Donc aujourd'hui, moi clairement, alors, hormis peut-être, même certainement d'ailleurs, quelques établissements congréganistes qui sont donc emmenés par des congrégations religieuses et qui ont encore une certaine idée de l'enseignement, on va le dire comme ça. Pour tout le reste, on va dire pour 80% des établissements, il n'y a plus aucune différence avec un établissement public. C'est aussi simple que ça. Et même les enseignants qui sont aujourd'hui recrutés sont des enseignants qui, pour la plupart, n'ont que faire de l'histoire catholique, de l'histoire chrétienne et même de l'histoire de l'établissement dans lequel ils sont. Donc, partant de là, voilà, comme vous dites, les choses se sont tout doucement aseptisées et aujourd'hui, le patron, c'est le rectorat, en fait. C'est dommage, je le regrette. J'étais aussi un syndiqué, vice-président du SNEC-CFTC, donc syndicat chrétien. Voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, même dans ce genre de syndicat, les choses se liquéfient, en fait, et qu'on a perdu cet esprit d'évangélisation que l'on connaissait encore à une certaine époque, on va dire il y a une trentaine d'années. Et donc, on peut le regretter. En tout cas, moi, je le regrette évidemment fortement. Oui, donc c'est ça. Donc vous étiez, Frédéric Mortier, dans l'enseignement catholique privé à Angers. Vous avez aussi eu un engagement politique. Vous êtes maire plutôt classé à droite, vous étiez un soutien de Nicolas Dupont-Aignan. Et ça, vous pensez que ça a joué, en tout cas dans la décision, notamment, enfin dans votre abattage. C'est-à-dire que peut-être que si vous aviez été dans un lycée public et puis si vous aviez eu des engagements plutôt à gauche, on ne vous aurait peut-être pas autant essayer de vous détruire. Ça me paraît très clair. Ça me paraît très très clair. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, si ce n'est que effectivement, rapidement, j'ai compris, y compris devant la police nationale, que le fait d'avoir cet engagement à droite allait me coûter très très cher. Alors, que dire de la presse, notamment la presse écrite, qui s'est évidemment infiltrée là-dedans, engouffrée dans l'affaire et qui a profité du fait que je sois maire pour en faire des tonnes, en fait. Le premier coup de fil, c'est un coup de fil de Ouest France. Et en gros, on me dit, de toute façon, nous allons vous citer puisque vous êtes un homme public. Donc, comme vous êtes un homme public, on va vous mettre sur le feu, quoi, et sur le bûcher de suite, quoi. Drôle de façon de voir les choses et surtout... la présomption d'innocence n'existe à aucun moment. C'est-à-dire que là aussi, on l'évoquait tout à l'heure, c'est bien la parole du jeune qui compte. Et mes engagements successifs, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient au service de la jeunesse, on redit, les orphelins d'Auteuil, voilà, eh bien ça ne compte pas, ça. Et rien ne compte. C'est-à-dire que plus vous avez été droit dans vos baskets depuis 30 ans, et plus finalement vous êtes le coupable idéal, quoi. C'est assez incroyable, en fait. Voilà, il faut abattre cet homme qui, semble-t-il, a bien fait son travail depuis 30 ans, mais qui est blanc, catholique et de droite surtout. Donc là, c'est pas possible, quoi. On va l'abattre. Et j'ai eu des dizaines et des dizaines d'articles où, de toute façon, quoi que je dise, quoi que je fasse, c'était contre moi. Et aujourd'hui, d'une manière générale, vous pensez qu'un professeur ne peut plus chambrer, ne peut plus rigoler avec ses élèves, ne peut plus avoir de second, de troisième degré comme vous l'avez fait, vous, pendant 27 ans? En tout cas, je pense qu'il
il faut être prudent, c'est certain. Mais oui, il me semble que c'est quelque chose qui va disparaître. Alors, vous avez utilisé le terme de chambrage, de chambrer. Ça, c'est quelque chose que moi je faisais beaucoup avec mes élèves, avec un retour de leur part qui pouvait être identique. C'est-à-dire que voilà, c'est du donnant-donnant. On peut s'embêter un peu, on peut se chambrer un peu, on peut se marrer un peu aussi. Moi, j'avais des cours. Je crois que tous les témoignages le montrent, extrêmement vivants, où il y avait toujours un moment où on lâchait un peu prise et où on pouvait se raconter un peu tout et n'importe quoi. Ça, je crois que c'est plus possible. Oui, ça, je crois que c'est plus possible parce que vous allez avoir un jeune qui va vous saisir sur son téléphone portable ou à l'oral ou même en vous filmant, parce que ça va finir sur les réseaux, parce que on va commenter tout cela et parce que vous êtes en danger permanent en fait. Vous êtes en danger permanent. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit monter depuis quelque temps. Alors moi, ça, je l'avais un peu vu. J'étais assez méfiant vis-à-vis de ça. Pour autant, j'aurais bien voulu que dans cette affaire, en fait, eh bien, je sois filmé. Ça n'a pas été le cas malheureusement, parce que si j'avais eu le film entre les mains, ou si la justice avait eu le film entre les mains, l'affaire serait déjà terminée depuis très longtemps. Et malheureusement, là, comme par hasard, il n'y a pas de réseau. Comme par hasard. Donc oui, pour les enseignants futurs, il faudra être extrêmement méfiant, bien sûr. Merci beaucoup Frédéric Mortier. Évidemment, je vous en prie. On continuera à suivre votre affaire. On rappelle le titre de votre livre, L'honneur d'un enseignant quand parler religion en classe conduit au tribunal, aux éditions Artege. Merci à vous.